j'habite les Alpes de Haute-Provence, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des Alpes qui sont un petit peu moins hautes que les Hautes-Alpes, même si on a quelques sommets à 3000, pas très loin de Digne. Nous avons un sommet, tout un massif qui culmine à 3000, mais dans l'ensemble, c'est des montagnes qui sont plutôt 1500, 2000 mètres. Et donc voilà, ça donne un aspect un peu particulier à la marche afghane. Mais je vois que je marche depuis l'enfance, je repense à ça. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait rire? C'est que le fait que je marche, bah oui, je marche en montagne depuis l'enfance en fait. J'aurais peut-être dû rajouter ça parce qu'évidemment, on a tous commencé à marcher. Mais la marche en montagne, mes grands-parents, arrière-grands-parents étaient bergers, vivaient dans ce coin où je suis installée maintenant. Et on y allait en vacances et depuis toute petite, j'ai cheminé sur ces chemins souvent caillouteux et assez raides. Donc c'est quelque chose que je marche comme je respire et ça tombe bien, c'est justement le sujet. Et donc oui, j'ai rencontré Benoît, en fait, Benoît Tremblay et l'approche Pneumacor au centre d'Urkheim, alors que j'étais posée sur un zafou depuis pas mal d'années et que je ne pouvais que constater qu'il ne suffisait pas d'observer ma respiration pour qu'elle se libère et j'étais vraiment en but avec ça. Le travail de Pneumacor auprès de Benoît m'a vraiment ouvert une voie très importante puisque j'y ai plongé peut-être la première et je suis en immersion depuis plus de 15 ans, depuis plus de 15 ans maintenant. Au moment où je suis infirmière de formation, au moment où j'ai commencé la formation de Pneumacor, en plus je travaillais en soins palliatifs et j'ai de suite pu explorer et expérimenter tous les bienfaits de cette approche dans le cadre de la santé, ce qui nous a rapprochés aussi avec Benoît, ce domaine de la santé. Et quand il a commencé à me parler de marche afghane, voilà, cette marche rythmée sur la respiration, ça m'a tout de suite, cette respiration qu'on cale sur la marche, ça m'a de suite parlé. En fait, j'avais pratiqué beaucoup de natation aussi, donc ce rythme par rapport au mouvement, c'était quelque chose qui m'est venu assez facilement. Mais bon, il y avait quand même des notions de plus dans tout ça. Et c'est ce qui m'a dès que j'ai lu le livre, en fait, je commençais à pratiquer et ça m'a donné vraiment envie de partir au Québec. Alors pourquoi partir au Québec? Parce que justement, l'enseignement que Sylvie Alice propose est, est vraiment dans l'ouverture. C'est ce que je trouve intéressant. Ça ouvre sur les pratiques des smoothie le brossage du corps à sec, voilà, toute un ensemble de techniques qui s'associent. On parle de la cohérence cardiaque, pas simplement de la marche et le fait d'avoir introduit Pneumacor dans la formation des instructeurs, évidemment, pour moi, c'était très intéressant. Et bon, voilà, l'idée de partir au Québec pour voir Benoît dans son contexte de naissance et de vie et pour faire connaissance aussi avec toi, Sylvie Alice, c'était vraiment un vrai plaisir. Donc, pour continuer un peu dans les histoires, et là, ça va faire le lien avec la montagne. Quand j'ai commencé ma formation Pneumacor, je n'arrivais plus à marcher. Ça commençait à être très pénible. Sur le plat, ça pouvait aller. Là, on peut voir vraiment qu'il y a une spécificité dès qu'on rentre dans du dénivelé. Et dès que j'étais en montée, j'avais mal d'un côté des genoux et en descente, j'avais mal de l'autre côté des genoux. Donc, ça devenait infernal. Je continuais quand même à marcher, mais c'était vraiment pénible. Et j'étais très inquiète, bien qu'il n'y ait pas des prémices d'une pathologie à proprement parler, mais c'était quand même extrêmement gênant. Et la première année de formation en Pneumacor, ça a été, je me suis mis ça en tête, mais en fait, voir s'il n'y a pas moyen de rééquilibrer par la respiration quelque chose. Et le travail proposé par Pneumacor et de moi, s'il n'y avait pas moyen de rééquilibrer quelque chose dans mon corps de façon à ce que ces genoux arrêtent de hurler quand je marchais. Et le challenge, c'est qu'à la fin de l'année, j'avais un voyage prévu à La Réunion, donc avec des dénivelés, je ne vous en parle pas, c'est vraiment des très gros dénivelés. Et je m'étais dit, bon ben voilà, ça va être le test. À la fin de cette année, après avoir travaillé, est-ce que
sur mon corps à partir des exercices de ma corps et de tout un travail important qui se faisait puisque j'étais en formation. Est-ce que j'allais arriver à marcher à La Réunion? Et ça a fonctionné. Donc là, j'étais vraiment doublement contente. J'étais quand même fière de moi, il faut le dire. Et puis, bah, vraiment contente parce que depuis, je peux continuer à marcher. Donc je reste vigilante, mais il y a quand même, j'ai pu continuer à faire ces randonnées qui sont si importantes pour moi. Bon, donc on arrive à cette notion qu'en montagne, dans le dénivelé, il y a plus d'exigences. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a plusieurs choses dont, dans l'ordre, voilà, les choses dont je voulais parler, c'est qu'il est important de libérer encore plus le mouvement de la respiration et le mouvement de tout le corps, puisque les deux sont liés de toute façon, et la libération également du nez, puisqu'on est dans une respiration qui se veut être nasale, et que il y a, on peut faire un travail qui va faciliter cette respiration nasale. Il y a un deuxième point qui serait par rapport au centre de gravité, en fait. Le centre de gravité du corps, euh, il se positionne d'une certaine façon, mais il est lié complètement, ça c'est des liens que Benoît a fait, pour être dans son centre de gravité juste, en fait, il faut que le souffle, ça va de pair, c'est vraiment en parallèle avec le mouvement de la respiration. Si le diaphragme n'arrive pas à descendre parce qu'il est coincé par des tensions, parce que les dernières côtes ne s'ouvrent pas, on ne va pas pouvoir prendre l'appui sur le sacrum et dans le fond du bassin, et le centre de gravité du corps ne va pas être placé là où il devrait. Donc là, il y a un travail par rapport à ce positionnement à la marche qui est lié directement à la façon dont on respire. Même si on veut le faire, on va pas dire qu'on ne va pas arriver à le faire, mais c'est très différent de faire artificiellement et de libérer ce qui empêche que ça se fasse tout seul. La démarche, elle est là en fait. Il y a une troisième chose, ce serait respecter un temps de mise en route. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je partais tambour battant. Je dis tambour battant, en même temps, je n'ai jamais été une marcheuse très rapide. Quand je marche avec des marcheurs chevronnés, je suis toujours derrière. Quand je marche avec des gens qui n'ont pas l'habitude, je suis devant. Mais je suis lente, j'ai un rythme lent. C'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprivoise parce que ce n'était pas évident d'accepter d'être toujours derrière. J'étais comme ça, quelque part, il y avait un travail à faire. Et dès que ça monte, en fait, personnellement, j'ai vraiment besoin de ralentir. Et ce temps de mise en route est apparu comme des choses, une partie importante, c'est-à-dire que le corps ait le temps de se mettre en chauffe, finalement, quelque part, pendant un quart d'heure, une demi-heure. Et à cette époque-là, c'est devenu assez évident pour moi, peut-être en prenant de l'âge, peut-être parce que j'avais une mal au genou. Et j'ai senti un réel confort de cette mise en route qui peut être associé aussi à un travail donc, de ma corps. Ça, je vais y revenir. Et puis également, c'est les pauses, faire des pauses. Donc, en fait, je peux faire un petit partage d'écran, du coup, faire des pauses. J'y pense parce que j'ai une petite photo rigolote par rapport à ça. Donc, je vais faire le partage d'écran. Donc, est-ce que là, ça fonctionne? On voit la photo. Donc, cette première photo, c'est bon, bah, c'est le lieu où je vis. On est parti ce jour-là à faire des raquettes avec une copine. On est parti d'un dénivelé de 1500 mètres pour arriver à peu près à 2000 mètres. On voit voilà, il y a une bonne pente. Donc, ce jour-là, ça démarrait en pente assez fort et j'ai pris vraiment le temps de me mettre en mouvement avec quelques exercices avant et marcher un petit peu sur du plat avant. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. Et les sentiers qu'on a par chez nous, en plus, sont souvent assez raides et caillouteux. Donc là, je vais vous en montrer un qui n'est pas spécialement caillouteux, mais qui est quand même raide. Et c'est un des sentiers les plus raides dans la région autour de Digne pour arriver à une chapelle troglodyte. Il est vraiment très, très, il est très joli, mais extrêmement pointu. Donc il y a vraiment cette exigence au niveau du rythme et de la mise en route du corps.
Donc voilà, ça c'est une petite chapelle aussi. J'habite au pied de cette montagne en fait. Benoît va voir la chapelle du Cousson au pied de laquelle on habite, puisqu'on n'y est jamais, encore jamais monté. Voilà, c'est un très bel endroit. Le sentier aussi est assez raide pour y monter et caillouteux. Alors ça risque d'être un petit peu trop tôt. Donc voilà, la mise en route sur du plat. Donc ça, c'est un petit groupe de marche afghane. Et avant de faire cette balade donc très pentue, on a exercé, après avoir exercé les pneumacores, je passe à peu près jusqu'à une demi-heure, des fois plus, de préparation pneumacore. Bon, en même temps, c'est aussi parce que je suis formée à ça, que c'est l'intitulé de mon travail. Et après avoir passé à peu près une demi-heure à faire des exercices, je demande aux gens d'apporter une chaise pliante, en fait. Et cette chaise pliante permet de faire certains exercices assis, ce qui peut être plus pratique. Et ensuite, on met tout le matériel dans la voiture et on part marcher sur du plat pour exercer le rythme de base, donc 3-1, 3-1, que chaque personne sente comment elle se positionne, comment elle est par rapport à ce rythme de base. On en parle, on reprend, enfin, on fait des échanges autour de tout ça, mais donc on démarre sur du plat. Donc, du coup, c'est pas la photo que je voulais. Bon, la photo que je voulais vous montrer, il n'y est pas, c'est pas grave. On va stop share. Voilà. La photo que je voulais montrer, c'est pas grave, c'était mon chat qui me suivait en fait. Je trouvais ça rigolo parce qu'en fait, lui, il m'oblige à faire des pauses parce que quand je vais trop vite, il miaule et il s'arrête au milieu du chemin. Donc, c'était l'anecdote par rapport à ce chat. Et donc, l'importance donc, de faire des pauses, mais des pauses qui ne vont pas être inactives, c'est-à-dire en fait pendant une pause qui va être plutôt assez courte. Notamment, il y a un exercice qu'on reprend assez souvent, c'est de poser le sac-pomme contre un arbre, tout simplement. Je m'arrête dans un endroit où il y a suffisamment d'arbres pour tout le monde et on dépose le sac-pomme sur l'arbre ou sur un mur, enfin, n'importe quelle surface peut faire l'affaire, de façon à guider l'appui de la respiration dans cette zone du sacrum, ce qui est tout à fait intéressant. Donc, je crois que c'était, voilà, ouais. Pour revenir donc à cette préparation sur laquelle j'accorde pas mal d'importance, notamment j'ai utilisé ça de façon très régulière dans 2 séjours que j'ai accompagnés au Maroc, dans le désert marocain. Donc là, on n'était pas dans du dénivelé, on était dans le désert marocain et les dunes par moment. Et on démarrait tous les matins, on démarrait une méditation au lever du soleil, une méditation au coucher du soleil le soir. Et le matin, une fois qu'on était prêt à démarrer, je passais un quart d'heure à faire une préparation sur base d'exercices pneumacores pour tout le groupe, justement. Ça fait partie des choses que j'ai vraiment expérimentées dans ces 6 jours de plusieurs jours en montagne. Donc, pour ce qui est de libérer le mouvement, on va repartir là-dessus. On va commencer d'abord au niveau du nez. Il y a certains exercices qui sont tout simples à faire, en fait, qui sont simplement d'aller mettre le nez légèrement de côté et de masser sous les pommettes. Faire ça un peu d'un côté, un peu de l'autre, en conscience avec la façon dont on respire. Et cet exercice va permettre en fait de libérer toute cette partie-là et de travailler aussi un petit peu sur la liberté des cloisons nasales et de permettre d'arriver à mieux respirer, en tout cas de libérer un certain nombre de tensions dans cette zone-là. Donc on a toute une série d'exercices, notamment celui que je viens de vous montrer, qui permettent de libérer cette zone-là. Et ça va permettre donc de favoriser cette respiration nasale. Donc la respiration nasale, évidemment, quand il y a beaucoup de dénivelé,
elle peut être plus difficile à mettre en route. C'est-à-dire un débutant va avoir du mal à la pratiquer d'emblée. Il faut quand même un certain temps d'apprentissage et de pratique pour y arriver, quoi. Ça se fait pas tout seul de but en blanc. D'où l'importance quand je propose les pratiques, quand on travaille sur du plat pour que les gens vraiment appréhendent en fait les rythmes de la marche afghane sur du plat avant d'aborder les dénivelés. Et au niveau du dénivelé, même si on fait régulièrement une balade qui suit cette mise en route sur du plat, les gens font comme ils peuvent et on fait des pauses et on guide quand même régulièrement aussi au niveau de comment les gens se ressentent dans le rythme et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer. Donc le but aussi, c'est de libérer les tensions qui sont dans le haut du corps pour qu'on puisse vraiment s'installer dans le bassin et retrouver ce centre de gravité qui se trouve donc dans cette zone du bassin. Tant que les tensions, ceux qui ont écouté la conférence de Benoît, il en parle, bon, tant que les tensions sont en haut, en fait, on va avoir du mal à intégrer son centre de gravité. Donc, bien sûr que c'est des choses qu'on peut faire de l'extérieur, hein. On peut y aller, mais en forçant. Donc, le but là, c'est vraiment de libérer de façon à ce que ça puisse s'installer du mieux possible en fonction du schéma corporel de chaque personne. Donc, les invitations d'exercices simples qu'on peut faire, dans la mesure à l'heure actuelle, beaucoup de gens ont des tensions dans les yeux. C'est déjà tout simplement de faire cet exercice qu'on appelle le palming, en fait, où on a les mains sur les yeux pour mettre les yeux dans le noir et les reposer. Déjà, faire ça pendant quelques secondes, ça va libérer les tensions au niveau des yeux. Ensuite, ben, il y a ces fameux abaisse-langues dont on parle souvent. Donc, il y a l'abaisse-langue qu'on va tout simplement, je ne vais pas le garder trop longtemps, sinon je ne peux plus parler, on va simplement déposer les mâchoires en fait sur cette abaisse-langue et ressentir pendant quelques respirations qu'est-ce qui se passe à partir de cet exercice. Si parfois je fais les préparations de marche afghane sous la yourte, qui est ma salle de travail, donc auquel cas on va pouvoir le faire éventuellement couché. Mais sinon, en étant assis, c'est tout à fait aussi intéressant. Et si on peut, assis les pieds dans le vide, ça va être encore mieux parce qu'en fait, si on a les pieds qui ne reposent pas sur le sol, ça va permettre qu'on aille vraiment plus se poser dans le bassin. Pas l'appui des pieds sur le sol, les pieds dans le vide, ça peut être aussi une position intéressante pour, pour travailler avec déposer la mâchoire sur les abaisse-langues. Je ne vous apprends rien qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui sont très tendus dans les mâchoires. Il y a de plus en plus de personnes qui font du bruxisme ou qui se serrent les dents pendant la nuit. Et c'est serrer des dents quand on va faire quelque chose qui nous tient à cœur ou qui nous demande de la concentration. Donc, c'est une zone aussi importante à détendre de façon à ce que justement on puisse, en lâchant les tensions dans le haut du corps, intégrer plus facilement cet espace du bassin, tout simplement aussi parce qu'on va libérer le mouvement de la respiration. Vous allez me dire quel rapport entre la mâchoire et le mouvement de la respiration. En fait, il y a un lien assez direct entre les pommettes qui vont correspondre aux dernières côtes et la mâchoire inférieure qui va correspondre au niveau du bassin. Et en travaillant sur le visage, on a un impact assez rapide sur les zones du tronc qui sont tendues et qui vont empêcher le mouvement respiratoire de se faire. On essaye vraiment, à travers ces exercices, de libérer ce qui empêche le mouvement du diaphragme vers le bas et ce qui empêche le mouvement du corps tout entier. Parce qu'en fait, dès qu'on est tendu, ou dans les mâchoires, ou dans les mains, le corps va se figer. Donc, pour marcher, ce n'est pas l'idéal. Il mieux vaut être dans une liberté de mouvement la plus grande possible. Toujours donc en lien avec la respiration. Donc, donc là, voilà, on est
liberté au niveau, plus grande liberté au niveau de la tête. On parle souvent de tête libre, on ne soit pas figé, on n'a pas la nuque raide, de façon à ce qu'on ne soit pas dans une posture pour la marche, mais dans un mouvement qui se veut le plus fluide possible et un mouvement d'adaptation, notamment au terrain. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Quand on marche, il faut bien, le corps doit suivre. Plus il est raide, plus il va avoir des difficultés, plus on va avoir des difficultés en fait à suivre les, ou le dénivelé, ou les cailloux, voilà. C'est, chez nous, on a un terrain qui est quand même assez caillouteux et ça fait partie des choses qui sont d'autant plus exigeantes en fait. Donc, un autre exercice dont Benoît a parlé la semaine dernière et puis qui fait partie des grands, bon, enfin, dire des grands succès, voilà, c'est les abaisse-langues entre les mains. Donc, on pose les mains, chaque doigt sur un abaisse-langue. Une boîte d'abaisse-langue, ça coûte 5 euros en pharmacie. Enfin, franchement, chez nous, ça ne vaut pas la peine de s'en priver. Et déposer les mains sur ces abaisse-langues, en fait, va permettre de détendre tout le long à partir de la main, tout le long du bras. Et jusque-là, on va avoir un impact sur la respiration haute. Et il y a également un lien entre entre les mains et les mâchoires. Donc, en fait, on continue à lâcher toute cette zone du haut du corps qui va permettre de pouvoir mieux se poser dans le bassin. Et on constate la plupart du temps qu'à partir du moment où on a commencé à travailler, même de façon générale, là je vous parle de façon générale, dans un cours où il y a plusieurs personnes, je fais faire ces exercices, tout le monde a à peu près la même chose, même si on individualise un petit peu, et on a déjà un impact important sur la façon dont la personne va se mettre debout. Dès qu'on fait ces exercices assis ou couchés, dès qu'on se met debout, on sent qu'il y a un impact sur le mouvement de la respiration qui va se faire de façon plus ample, sans forcer, c'est vraiment le but, c'est de forcer moins pour respirer, donc d'être dans une économie d'énergie qu'on va pouvoir récupérer pour notre marche. Et puis, on constate très souvent aussi qu'il y a un impact sur la façon dont on se tient droit. C'est-à-dire qu'on ne va pas positionner le corps en fonction de quelque chose qu'on imagine, mais le corps va se positionner lui-même de façon plus juste à partir donc, de cette respiration qui est plus libre et des petites tensions qu'on a défait à droite ou à gauche, quoi. Donc ça fait partie vraiment des choses importantes que je fais pratiquer. Et je sais qu'il y avait dans le premier livre de Sylvie Alice, il y avait tout un ensemble de petits exercices qui étaient préconisés et voilà, qui sont pas forcément besoin d'y passer le temps. C'est que moi, je m'appesantis un petit peu dessus parce que ça fait partie de ma pratique. Mais en prenant un quart d'heure déjà pour poser tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc là, on s'est occupé au niveau du haut du corps. La partie du sacrum, on en a parlé pendant la pause, c'est aussi une zone qui est, je dirais presque un peu une zone morte. On ne sait même plus qu'on a un sacrum, on ne le sent pas. Tout le monde est très tendu au niveau de l'arrière du corps. Donc le fait de frotter au niveau du sacrum ou de poser contre un arbre si on est dans la nature. À un moment, il y avait une bergère qui venait sous la yourte et qui avait très très mal au dos. Et on s'en est pas trop mal sorti en fait. Petit à petit, elle est arrivée à se détendre. Et notamment, je lui disais, ben, tu prends ton pull, ton anorak, tu le mets sous ton sacrum et tu t'appuies sur les arbres au milieu desquels tu es quand tu es dans la nature. Et quoi, elle avait bien quelque chose qu'elle avait bien apprécié, qui l'avait aidé. Et ensuite, bah, évidemment, ça nous de voir ce qu'on peut faire au niveau des jambes. Donc, il y a des exercices aussi très simples à pratiquer, notamment la libération de ce muscle psoas qui est si tendu chez tout le monde. C'est un exercice aussi qu'on peut faire assis et qui va permettre d'ouvrir le bassin. Donc, dans ce contexte-là, le bassin va être plus mobile.
Et une fois de plus aussi, on ne va pas forcer contre nos tensions pour être dans ce mouvement, de la marche qui est d'autant plus exigeant en en montagne quand il y a du dénivelé. Et quand on parle de dénivelé et de déroulé du pied, où il y a vraiment cette importance de la propulsion, jusqu'au niveau du gros orteil. Voilà, donc là, on était sur cet exercice de palming dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'était une préparation qui était sous la yourte. On voit les gens sont assis de façon différente, suivant leurs possibilités. Bon, cette personne, elle tient à son zafou. Je sais que sa position n'est pas très idéale, mais elle y tient. Donc, bah, voilà, comme elle y tient, on fait pour le mieux avec cette position-là, mais on voit qu'elle n'est pas trop en équilibre dans son bassin. Donc voilà, la baisse langue entre les dents. Si on a un petit peu de matériel, mais on n'est pas obligé de faire tout ça, mais ça peut être intéressant de poser donc les poignets et les mains en étant donc, comme je le disais, assis, les jambes dans le vide. Voilà, ça illustre ce que je viens de dire. Je croyais que je l'avais perdu. Donc, une fois assis, c'est important d'intégrer aussi ce qui s'est passé debout avant de pouvoir marcher. Donc, voilà, ça c'était le week-end qu'on a passé avec Benoît dans la Drôme, où on est parti marcher et vous voyez, tout le monde a les abaisse-langues dans les mains, ce qui permet de détendre toute cette zone des mains, des bras, donc libérer le mouvement des bras et libérer aussi la respiration haute. Donc, quasiment toutes les personnes de mon entourage qui font de la marche ont adopté les abaisse-langues et on en a tous dans les poches pour aller marcher. C'est vraiment. Donc voilà, mon fameux chat dont je vous ai parlé, ça y est, je l'ai retrouvé. Vous voyez, au milieu du sentier, il me dit, il faut s'arrêter, il faut faire la pause. Donc là, du coup, c'est un petit peu fouillis. Je reviens en arrière avec cette histoire de centre de gravité. Parce que j'avais trouvé ces petites illustrations qui étaient intéressantes où, on voit ce centre de gravité qui est beaucoup travaillé dans la méditation, dans le zen, on parle du hara et cetera. Si la respiration n'est pas libre, en fait, on y va en force, on va y aller en force et puis surtout une fois qu'on se lève, on va le perdre rapidement. Donc là, cette image, je la trouve assez intéressante par rapport à la marche et le port du sac à dos, où il y a le centre de gravité qui est toujours là et que la position du tronc va se faire en fonction du sac à dos, de façon à garder le centre de gravité à sa juste place. Ceci dit, donc, les exercices dont on vient de parler vont favoriser le fait d'intégrer cette zone de façon libre et non pas en force. Le lemniscate, c'était aussi un petit exercice où on peut marcher, en fait, en suivant cette courbe-là. C'est une petite mise en route aussi qui peut être intéressante et qu'on peut faire à la pause et en démarrant, de même que marcher en marche arrière. Faire la marche arrière, c'est un exercice d'intégration. En fait, on va mettre en mouvement des muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire fonctionner. Et après, on repart en marche avant. Ça fait comme une sorte de pause dynamique qui est intéressante. Et la marcher aussi en lemniscate peut être intéressant. Oui, ben, j'avais zappé cet exercice-là. Ça tombe bien qu'il y ait que j'ai pris la photo. C'est le massage du mollet. Avant d'arriver au pied, il y a aussi ce massage du mollet qui est intéressant. Le mollet, les tensions dans le mollet, en fait, modifient complètement la verticalité du corps. Donc, c'est voilà, un petit exercice qui est intéressant à faire, soit en posant la jambe sur une chaise et en massant de cette façon-là, ou alors on se penche en avant et on va masser le mollet et on en profite pour respirer dans le dos quand on est penché en avant, ce qui va être aussi un exercice respiratoire intéressant. Donc voilà, ce dont je voulais vous parler, c'était cet hallux valgus, donc cette déformation du pouce que beaucoup de femmes ont et qui, bien sûr, va impacter la façon dont le pied se déroule, notamment jusqu'au bout des orteils, au bout du gros orteil. Le gros orteil va avoir du mal à, à jouer son rôle et ça, de plus, ça a un impact sur tout l'alignement des jambes et sur le schéma corporel, en fait, d'avoir ce problème-là.
Donc, les exercices ne vont pas enlever ce problème-là, hein, l'oignon, donc qui est là et qui fait la déformation de l'articulation, mais ça va quand même rééquilibrer à l'intérieur. Donc, on a un petit exercice, simplement de réaligner le pouce en poussant les autres orteils. Et quand on pratique ça, on sent vraiment qu'il y a le pied qui va se poser différemment et il y a un impact sur tout l'alignement de la jambe. Et étant donné que cette déformation provoque également des tensions dans le corps, dans tout le corps, il y a une limitation du mouvement respiratoire. En fait, c'est l'impact de n'importe quelle tension dans le corps sur le mouvement respiratoire qui fait que n'importe quelle partie du corps dont on s'occupe dans le sens de la détente va améliorer la façon dont on respire et la façon dont on se met en mouvement et dont on se tient, la façon dont on se tient droit. Voilà, ça c'était. Donc, est-ce que là j'ai arrêté le partage d'écran? Je crois que oui. Bon, donc voilà, c'était tous ces exercices. J'ai passé beaucoup de temps à parler des exercices, d'accord, mais en fait, le lien avec la marche, surtout dans les dénivelés, est vraiment important puisque ça va permettre en montée, par exemple, d'avoir vraiment le déroulé du pied qui se fait au mieux jusqu'au bout du gros orteil, d'avoir un bassin qui est plus mobile. En descente, on va avoir plus facilement cette impression de s'asseoir dans son bassin. On peut aussi aller respirer jusque dans le dos, ce qui va permettre d'utiliser la base des poumons et d'ouvrir le dos, et permettre vraiment cette assise dans le bassin qu'on peut ressentir à, à- à la marche, qui peut être intéressante. Et aussi, de façon anecdotique, là, je pense à une chose, c'est que avant que je fasse de la marche afghane, en descente, j'avais toujours tendance en fait à avoir des points de côté parce que je finissais par oublier de respirer. Et en ayant intégré les rythmes, et bien sûr également en descente, ben, j'ai plus du tout eu de points de côté et ça m'a vraiment apporté quelque chose dans ce contexte-là, quoi. C'était vraiment intéressant. Bon, je regarde mes petites notes quand même, mais où est-ce que je... Ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce dont je voulais parler. Euh, Si, il y a une chose aussi qui était importante, c'est que le fait d'être formé à cette approche, euh, je parle à la marche afghane, mais c'est quelque chose, l'approche Primacore que j'utilise vraiment pour déjà pour ma vie quotidienne et on peut associer ça en fait à tout ce qu'on fait puisqu'il s'agit de libérer la respiration avant de rentrer dans, dans une action. Donc en fait, il y a un problème par rapport à des activités qui seraient proposées de façon peu collective. En fait, c'est intéressant d'aller chercher plus au niveau individuel parce que les tensions qui ligotent le corps de tout un chacun, en fait, vont être individuelles. On ne va pas tous répondre de la même façon au stress chronique. Et du coup, quand on reste sur des exercices généraux, bien sûr que c'est intéressant. Ça fait faire un travail qui est vraiment intéressant. Mais si on va chercher un petit peu plus loin en individuel, bah, ça va être intéressant déjà, si on creuse un petit peu plus l'approche, ça va être intéressant déjà pour soi parce qu'on va y avoir vraiment du bénéfice. Et ça va permettre d'aller un petit peu plus loin aussi avec les personnes. Je sais que justement, quand j'ai co-animé ce séjour dans le désert, on marchait le matin et l'après-midi, il y avait différentes activités. Et en fait, pendant qu'on marchait,
j'observais les personnes et je voyais, au niveau du schéma corporel ou la façon dont le pied se déroulait ou la façon dont la jambe avançait, je voyais ce qui se passait et pendant la sieste, j'allais voir les personnes en individuel et je leur proposais des exercices individualisés. Ce que je fais chez moi, parce que je passe aussi un petit peu de temps, on va faire cette préparation, j'ai rarement des groupes très nombreux et on passe un petit moment à individualiser suivant le schéma corporel de la personne, les difficultés qu'elle a dans le mouvement respiratoire. Je vais proposer des choses plus individualisées qui vont permettre d'aller plus loin, en fait.